Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de BE3C sur la RE 2020. Pour ne pas être trop long, on a prévu de faire plusieurs modules de quelques minutes grand maximum. Bienvenue donc dans le module Introduction. Bon, on ne va pas faire semblant, BE3C est basé à Montauban. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu l'accent, on est à 50 km au nord de Toulouse. Pour finir les présentations avant de passer au sujet, BE3C est un bureau d'études en énergétique du bâtiment. Nous gérons aussi de la sécurité de l'eau, mais c'est un autre débat. Point important qui nous tient à cœur, BE3C est indépendant. Nous ne sommes liés ni de près ni de loin avec des industriels ou des fournisseurs d'énergie. Nous parlons donc en toute liberté. Vous pouvez nous découvrir plus en détail sur notre site internet. On nous demande de plus en plus souvent des informations sur la future RE 2020. On nous demande même parfois de vérifier qu'un bâtiment est conforme à la RE 2020. Plusieurs points importants. Ce ne sera pas la RE 2020, mais la RE 2020. C'est la dernière tendance, alors il faut faire la distinction. À aujourd'hui, 12 mars 2020, à notre connaissance, aucune information technique officielle sur la RE 2020 n'a encore été publiée. Autrement dit, personne ne sait avec certitude de quoi elle sera faite. Tout simplement parce qu'aucun texte officiel n'est encore paru. Il est question de les avoir pour le second semestre 2020 pour une application au permis de construire déposée après le 1er janvier 2021. Bon, on a quand même des idées de ce à quoi elle devrait ressembler, l'actuel label E+C-. Mais il est très probable que l'on ait des surprises, que certains points soient abandonnés au dernier moment et que d'autres sortent du chapeau. On l'a déjà connu, notamment quand on est passé du label BBC à la RT 2012. Avant d'aller plus loin, un peu de contexte. L'origine des réglementations thermiques est le premier choc pétrolier de 1973, donc bien avant la prise de conscience du dérèglement climatique. La première vraie réglementation thermique date de 1988. Pour être conforme à la RT 88, il était obligatoire d'isoler les bâtiments. Une vraie révolution. Il fallait 10 cm d'isolant dans les plafonds et 7 cm et demi dans les murs, en tout cas dans notre sud-ouest. Pour les nostalgiques, c'est l'époque où l'on parlait de chasse au gaspille, une espèce de lapin orange bizarre avec un entonnoir planté sur le haut de la tête. Pour ceux qui s'en rappellent, on utilisait les règles THK 77 pour les calculs thermiques. Puis est arrivée la RT 2000, la grande révolution. Isoler ne suffit plus. L'objectif est de ne pas dépasser une consommation maximale, le fameux CEP max. Il fallait donc réfléchir à un équilibre entre les systèmes passifs et les systèmes dynamiques. Les systèmes passifs, isolation, orientation du bâtiment, protection solaire, et les systèmes dynamiques, chauffage, eau chaude, éventuellement climatisation et régulation. On est passé en quelque sorte de l'obligation de moyens à l'obligation de résultats. Avec l'arrivée de la RT 2000, étaient annoncées les RT 2005, 2010, 2015 et la RT 2020, où le bâtiment devait produire au moins autant d'énergie qu'il en consommerait. Et oui, déjà en 2000, les bâtiments passifs pour la RT 2020, c'était prévu. La RT 2005 n'amène pas grand-chose si ce n'est une baisse du CEP max. Les bâtiments doivent donc être un peu plus performants qu'en RT 2000. En revanche, en complément de la RT 2005 est apparu le label BBC, bâtiment basse consommation. Comme tous les labels, ce label n'est pas obligatoire. En revanche, il présentait une vraie innovation. Entre autres choses, la maison devait être étanche à l'air et un test de perméabilité devait être fait pour valider que la maison soit bien BBC. L'étanchéité à l'air présentait un vrai défi car il a fallu repenser presque toutes les interventions de construction. Ça a occasionné des surcoûts assez conséquents, le temps que tout le monde se mette à la page. Aussi, le label BBC a fait l'objet de grosses incitations fiscales au début. Puis arrive la RT 2012. Elle a remplacé la RT 2010 et 2015 prévues initialement. Grosso modo, c'est le BBC pour tout le monde. Ça a été un peu compliqué au début parce que plusieurs nouveaux systèmes n'étaient pas prévus dans les moteurs de calcul. Les fabricants ont donc déposé des titres 5 pour faire valider les méthodes de calcul qui manquaient et celles correspondant au nouveau système sorti après la RT 2012. Et nous voici donc à la RE 2020. Oui, a priori, on arrête les réglementations thermiques RT pour passer à la RE, réglementation environnementale. Cela dit, plusieurs choses sont certaines vis-à-vis de la RE 2020. La première, c'est qu'on ne sait pas encore avec certitude ce qu'il y aura dedans, puisqu'aucun texte officiel n'est paru. Mais ça, je l'ai dit en commençant.
Une autre chose certaine, la RE 2020 inquiète. Bon, toutes les réglementations thermiques ont inquiété. Et quand la suivante arrive, on se rend compte qu'on s'est habitué à la précédente. Aujourd'hui, tous les vrais professionnels savent construire une maison RT 2012. Donc il n'y a pas de raison, la RE 2020, on va la digérer comme les autres. Tout comme la RT 2012 vient du label BBC, la RE 2020 devrait fortement être inspirée par le label E+C-, bâtiment à énergie positive et réduction carbone. Nous détaillerons la dimension énergie positive dans le module 2 et la partie réduction carbone dans le module 3. Encore une chose de certaine, la montée en gamme technique des bâtiments. Avec la RT 88, on construisait des bâtiments qui consommaient de l'ordre de 350 kWh par mètre carré par an. La RE 2012 interdit de dépasser les 50 kWh par mètre carré par an. Avec la RE 2020, on devrait avoir une consommation proche de 0 kWh par mètre carré par an, voire à énergie positive. On construit aujourd'hui des bâtiments capables de consommer très peu. Encore faudrait-il qu'on explique comment les utiliser. Imaginez qu'on donne une voiture hybride avec les options véhicule autonome à quelqu'un qui n'a jamais connu autre chose qu'une Renault 5 ou une Peugeot 104. Il est probable qu'il n'utilise pas toutes les options, et il est même possible qu'il trouve que cette nouvelle voiture marche moins bien que la vieille. En parlant de voiture, vous connaissez le carnet d'entretien. Eh bien, il arrive dans l'immobilier. Toutes les maisons dont le permis de construire est déposé après le 1er janvier 2020 doivent avoir un carnet d'entretien numérique lors de leur livraison. Ce carnet d'entretien numérique est censé contenir toutes les informations relatives à la construction de la maison. Dossier du permis de construire, plan, note de calcul, fichier XML de la RT 2012, rapport de vérification de fin de chantier avec le test de perméabilité à l'air, les attestations d'assurance dommage-ouvrage, les coordonnées de tous les intervenants de la construction, artisans, maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, infiltrométristes, etc., etc. Ce carnet d'entretien numérique sert aussi à centraliser tous les documents inhérents à la vie du bâtiment. Contrat d'entretien, contrat d'assurance, rapport de visite d'entretien, les dépannages, les éventuels travaux de modification, etc. Ce document sert donc la traçabilité de l'historique du bâtiment. Il est à la fois le carnet d'entretien comme pour votre voiture et une carte vitale, le tout appliqué à votre maison. Il doit être transmis lors de la location ou de la vente pour prouver que le bâtiment a été bien entretenu et pour en faciliter la prise en main des nouveaux utilisateurs. Il permet aussi de programmer les visites d'entretien, voire donner des conseils pour une meilleure utilisation de l'installation afin d'en optimiser le confort tout en réduisant la facture énergétique. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous revoyons très bientôt pour les prochaines vidéos sur la RE 2020 et les critères du label E+C-. D'ici là, portez-vous bien.